Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Romain qui a fait le déplacement rien que pour cette interview. Donc, je t'en remercie énormément. Merci à toi, bonjour tout le monde. Donc, c'était une interview très demandée. L'une des plus demandées avec Cheval Jean-Paul. Donc, j'ai enfin l'un des deux. Donc, merci beaucoup. Et voilà, donc on a à peu près 25 questions qui ont été sélectionnées que ce soit par moi ou par la communauté Pokémon. J'avais pu faire des posts auxquels tu as pu valider quelques questions. Donc c'est super cool. Du coup, on va commencer par la première question. Présente-toi. Qui es-tu? Très bien, merci de m'accueillir. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et pouvoir échanger avec vous, partager autour de la collection et échanger avec la communauté. Moi, je m'appelle Romain Chat. Chat, c'est bien mon nom. Voilà. Pour tous ceux qui regardent, tous ceux qui se posent la question, c'est pas un pseudonyme, c'est vraiment mon nom. J'ai 26 ans. 26 ans et voilà, passionné de Pokémon depuis très longtemps. J'ai commencé justement avec les jeux Pokémon, la cour de récré, la Game Boy, des échanges. On faisait des échanges Pokémon avec les câbles Link à la récré en maternelle. Tu avais un câble sur Link qui marchait. Ça ne marchait pas, on faisait des trafics de cartes, on s'échangeait des cartes en faisant des tournois Beyblade. Donc enfin voilà, la bonne enfance. La base de la collection. Et du coup, comment t'es rentré dans la folie Pokémon? Quel a été un peu ton parcours jusqu'à à peu près aujourd'hui? On va rentrer plus en détail dans la partie aujourd'hui. Mais comment vraiment t'es rentré dedans Alors moi, ça c'est de base, je suis dans une famille qui garde beaucoup de choses et qui est collectionneur. Okay. De base, que ce soit des petites pièces de collection, des items de tout et de rien, tout simplement, une petite collection. J'ai connu les brocantes depuis que je suis tout petit, j'ai toujours connu les brocantes. Donc voilà, la collection Pokémon, ça a été les brocantes, trouver les cartes qui me manquaient. J'ai toujours baigné dedans. On va dire qu'il y a eu la phase comme tout le monde un petit peu, ou après... Phase collège-lycée. Collège-lycée, on passe au Yu-Gi-Oh, un peu de Magic, et finalement, après voilà, on abandonne tout ça, on passe à autre chose. Les jeux vidéo, après voilà, les cartes, on met ça de côté. Ouais. Et on va dire que j'ai repris à mes 18 ans, quand j'ai eu mes premières payes, en tant qu'apprenti. Et j'ai commencé à racheter petit à petit des cartes. Donc du Dracof, du Kabutops, du 9 à 20-25 euros. À l'époque. Voilà, c'est ça, vers 2012. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai recommencé. Et puis au fur et à mesure, j'ai acheté un petit peu. Et puis il y a eu l'annonce de Pokémon Go, qui a été fait très longtemps avant la sortie. Ouais. Donc je m'y suis regardé un peu plus. Et puis mon frère m'a suivi un petit peu dans mon délire. Il me trouvait des lots sur le bon coin. Puis voilà, chaque chose en son temps, on commence à acheter des cartes d'occasion, on veut du neuf, on upgrade sa collection, on touche le CD, on récupère son premier booster set de base édition, on l'ouvre et tout de suite après, ça y est, c'est lancé. La machine est lancée et on ne peut plus s'arrêter. Et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Alors moi, le gros de ma collection, ce que j'aime le plus, c'est le scellé. Okay. Donc le côté intouché, personne n'a ouvert. Le rêve d'enfant quand on va dans un magasin et qu'on veut tout, mais que forcément les parents ils disent non, ça coûte trop cher, il faut acheter juste un booster. Donc je pense que c'est la petite frustration par rapport à ça, mais c'est le côté immatériel de l'objet qui n'a pas été ouvert. Donc le scellé, c'est le gros de ma collection, sur du français. Sur du français, tu fais beaucoup plus de français que l'US? J'ai un peu d'US, que je m'y suis mis à un moment où le français j'en trouvais plus, tout simplement. Et puis parce qu'il y avait des SQUS, du style Skyridge. Je me suis intéressé US, je me suis intéressé au Jap. Donc c'était plus pour de l'investissement que de la collection, mais ma collection c'est surtout le français scellé et après toutes les séries de Wizard à Diamant et Perle en proche du 9. Enfin, je dis proche du 9, on va dire que pour certains ça va être du 9, mais on va dire qualité sortie de booster. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits points blancs sur des défauts de coupe, des défauts d'origine. Voilà. On a un point en commun, c'est que je fais aussi de Wizard, mais pas en neuf, parce que je les trouve pas. C'est très compliqué. C'est ce qui fait la charme de la collection aussi, c'est de trouver, chercher en permanence. Ouais, moi j'adore chercher les... tu vois, la Cisaiox, ça fait des années que je la cherche. Mais voilà, tu l'as trouvé. Voilà, j'arrive enfin à la fin de Destiny. C'est super cool. Et du coup, grâce à on va dire, tout ton acharnement autour de trouver tout ce que j'ai scellé, etc., tu as quand même une petite renommée sur les groupes Facebook. Aujourd'hui, beaucoup te considèrent comme l'un des plus gros collectionneurs en France. Comment tu le vois, comment tu le perçois, comment tu le ressens? Alors, pour ce qui est d'être dans les plus gros collectionneurs, je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien de faire la fausse modestie qui serait complètement
ce serait aberrant, c'est largement possible. Après, il y a d'autres gros collectionneurs comme qui est arrivé récemment sur les groupes. Donc on va dire que c'est un peu ces personnes-là qui m'ont inspiré quand je suis arrivé dans le Pokémon game. On va dire, voilà, Teddy, tout ce coup d'époque, les vidéos d'ouverture, Vincent Pérez, ces vidéos d'ouverture qui m'ont fait rêver. Donc on va dire que certains me considèrent comme l'un des plus grands collectionneurs français, mais j'arrive pas à m'attacher à cette image-là, puisqu'au final, moi je suis arrivé bien après tout le monde, et j'ai appris et j'ai aimé grâce à ces personnes. Donc classifier, on va dire, les collectionneurs en fonction de leur collection, je suis pas certain que ça soit très utile, sachant que Vincent, niveau connaissance, est une personne des plus calées sur le scellé et sur le Wizard français ou même US. Et au final, en collection, mais il a un peu de collection, mais il en a pas énormément. Mais je pense qu'il faudrait plus se voir, on va dire, connaissance du marché, connaissance de la collection, connaissance des items, plutôt que parler en possession, en collection. Parce que du coup, moi la vision que j'ai, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est qu'on t'imagine comme l'un des plus gros parce que tu montres beaucoup de choses comparé à tous ceux que tu as cités précédemment. Est-ce que c'est une envie de partager ces items ultra rares quand tu partages par exemple la display deck de Neo Genesis, où je pense qu'il n'y en a qu'une en France aujourd'hui en français? Il y en a deux. Il y en a deux. Voilà. Bah, c'est des choses que personne n'a vues. Moi j'avais même pas connaissance que ça existait avant que tu montres ça. Donc j'imagine que les gens rattachent l'image des objets que tu présentes à toi et sur le fait que comme c'est ultra rare, voilà, tu es un gros collectionneur. Et je pense que c'est cette image-là que les gens ont, en tout cas c'est celle que moi j'avais. Et voilà, donc c'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à cette question. Ouais. Et je sais pas si toi tu l'avais ressenti comme ça. Je peux le comprendre, sachant que maintenant je partage beaucoup moins. Depuis certains temps, j'ai pris du recul par rapport à beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup moins partagé. Mais aujourd'hui, c'est tellement compliqué. J'ai acquis pas mal d'objets dans ma collection. J'ai atteint un niveau qui est quand même. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai réussi, j'ai eu la chance que les personnes puissent me vendre et j'ai eu la chance que les personnes se séparent de certains gros items qui m'ont permis de les acquérir et de les avoir en collection. Donc on va dire qu'il me manque plus grand chose pour compléter et finir. Mais on va dire que c'est tellement difficile et c'est tellement rare, il faut tellement avoir de la chance qu'aujourd'hui, quand là récemment j'ai rentré le jeu Cristal, j'ai payé le prix, enfin voilà, faut pas se mentir. Hein. Mais ça fait tellement longtemps que je cherche que j'étais vraiment heureux. Vraiment heureux. Donc après, avec toutes les rancœurs qu'il y a pu y avoir, avec la jalousie mal placée, ou au contraire tout ce qui était rapport avec l'argent qui disparaît un peu aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Le partage, ça reste vraiment la clé. C'est ce qui pousse à continuer à collectionner, chercher l'item que l'on n'a jamais vu, que l'on n'a pas, et que l'on désire, même si des fois on ne peut pas tout avoir. Justement, tu partages beaucoup sur ton Instagram Invest Collect. Oui. Normapoc. Anciennement Normapoc, qui est rattaché maintenant à Invest Collect. Ouais. Et auquel beaucoup de monde suivent du coup tes partages. Moi-même, le premier à suivre toujours et commenter, surtout sur Facebook. Ouais. Mais c'est des items de fou que tu présentes. Là, récemment, il y avait du Neo Genesis en blister. Oui. Voilà, t'as les 4, il me semble, de mémoire. J'ai toute la série Genesis en blister. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable et c'est des choses qu'on voit jamais. Et ça me rend très plaisir que quelqu'un comme toi partage ces items-là. Merci, ça fait plaisir. C'est aussi pour ça que j'essaye de en partager de plus en plus. Et on va dire qu'aujourd'hui, il y a des items oubliés. Donc ça, c'est les blisters Néo. C'est introuvable, mais c'est pareil, fossile. Fossile, on a l'impression qu'il y en a partout, mais en fait non, c'est introuvable. Et donc je les ai rentrés il y a 1 an et demi, à un coup de chance. Ouais, je me souviens pas possible. Avec du réseau, une personne, je me lève le matin et il me dit « Ah ben j'ai trouvé ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Au début je le croyais pas. Et quand il m'a envoyé les photos, donc voilà, donc c'est des coups de chance, les contacts, essayer d'avoir le plus de contacts possible. Ouais, c'était la question d'après, c'est où est-ce que tu trouves tout ça en fait? C'est par contact, par réseau? Alors c'est du contact, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Être H24, enfin pas H24 j'exagère, mais il faut être tout le temps connecté, puis il faut tirer la ficelle, puis on va dire que j'ai eu la chance de pouvoir acheter à certains très très gros aux US, même en France ou en Europe. On va dire qu'ils ont une mémoire de leurs clients, et aujourd'hui ça me donne un peu d'avance, on va dire,
les personnes vont proposer les items parfois en premier. Ok, ça marche. Et du coup, ce qui nous amène un peu à la question, parmi tout ce que tu as pu avoir, quel est ton item préféré? Ta plus belle ouverture? Il y aura plusieurs questions dans cette question. Ton item préféré, pourquoi? Ta plus belle ouverture? Et l'item le plus rare que tu as eu entre les mains, que ça soit à toi ou à quelqu'un d'autre? D'accord. Bon, ben, mon item préféré, ben, je vais le montrer. Hop. C'est celui-ci. Hop. Donc voilà. Il s'agit d'une carte trophy. Donc tu en parleras sûrement dans une de tes vidéos bientôt. Ouais, on va bientôt. Je ne vais pas trop détailler, mais c'est une carte trophy. Et c'est le tout premier tournoi qui a été réalisé sur Pokémon en 1997. C'est à 97 celle-là, c'est ça, c'est pas 98. Non, c'est ça. Donc après, on laissera, tu expliqueras à tous tes abonnés toutes les différences entre les petites subtilités, parce que les illustrations sont les mêmes, il y a des petites subtilités sur les dates. Donc ça, c'est le premier tournoi qui a été existé. Donc aujourd'hui, on estime la population de cette carte à 5 cartes, sachant qu'il n'y en aurait que 4 officielles. Donc qui dit 4 officielles, c'est-à-dire des cartes qui ont été données lors du tournoi. La cinquième, c'est une carte qui a été imprimée pour faire la photo de la Bible Pokémon. Donc je pense que ça parlera à certains. Ça me dit quelque chose pour l'illustrateur, j'en ai entendu parler. C'est ça, en fait, où il y a toutes les cartes qui existent jusqu'à 99 au Japon, toutes les cartes japonaises. Donc voilà, donc c'est l'éditeur qui avait cette carte-là, plus les deux autres, et qui a vendu récemment sur Yo Japan. Donc voilà, c'est pas un exemplaire, bon, c'est un exemplaire, c'est monstrueux, avoir cette carte-là, même si c'est pas un exemplaire officiel, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, mais on va dire qu'elle est dans son socle d'origine qui a été donné à la personne qui a fini à la 3e place. Donc voilà, c'est quand même un bout d'histoire de Pokémon. Et c'est mon illustration préférée, et c'est la première Pikachu 97 que j'ai eue, donc j'y suis vraiment très attaché. Il y a aussi une histoire avec donc Mr. Fuji, c'est lui qui me l'a récupéré en Allemagne. Donc voilà, il y a une grosse histoire, parce que collectionner, c'est aussi avoir des histoires, c'est pas forcément acquérir les cartes à tout prix. Parce que sinon, c'est bien d'avoir. Demain, quelqu'un qui a 5 millions arrive, il veut tout acheter, il pourra acheter une grande partie des choses, mais au final, ça n'aura pas d'intérêt. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça, c'est ma carte préférée. C'est fou de voir ça. C'est très très. C'est sublime. C'est sublime. C'est un bout d'histoire de Pokémon, tout simplement. Ça a 23 ans. Ça fait 23 ans qu'elle est du coup dans son socle d'origine. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, la plus belle ouverture. La plus belle ouverture pour moi, c'est le premier booster, c'est de base édition 1, que j'ai rouvert quand j'ai recommencé la collection. Sachant qu'à l'époque, booster scellé, booster pesé, pas pesé, je ne le connaissais pas. Donc j'ai ouvert un booster au pif sur un loup, j'avais acheté le 3 et j'ai tiré un Florizard. Donc ça pour moi ça restera l'ouverture, je m'en rappellerai, sachant qu'on redécouvrir ce booster, l'ouvrir, l'émotion qu'on retrouve en pensant à ses souvenirs, ça restera pour moi, ça restera la plus belle ouverture. Après, ça c'est souvenir, mais sinon, ouais, j'ai fait beaucoup d'ouvertures. Oui, on en a vu beaucoup sur les groupes, même dernièrement, avec Box Destiny, des boosters Rocket, du set de base aussi, où tu as tiré tous les dracos possibles. Donc voilà, donc, ouverture de cœur c'est celle-ci. Ouverture vraiment folie financière, c'est la First Bass Set. Donc c'est la Shadowless première édition, en grossissant un petit peu son nom, où j'ai tiré 2 Dracofeu. Dans la même box? Dans la même box. Oh. Pour la petite histoire, j'étais avec Mr. Fuji, donc on a trié les boosters, et puis il choisit un booster aléatoirement, et il tire dans le premier booster un Charizard, qui pour la petite histoire est revenu 10. Donc sublime. Tu m'étonnes. Et puis on a décidé de s'arrêter là, et quand il est parti le soir, j'ai eu un petit coup de stress et un petit coup de regret, et j'ai ouvert tous les autres lourds. Et le dernier booster, j'ai tiré un deuxième Charizard. Oh putain, c'est ouf. Donc voilà, ça c'est sublime. C'est incroyable. Sublime. Ta plus grosse difficulté pour avoir un item, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Oui. Aujourd'hui, l'item le plus difficile que j'ai eu à avoir, c'est la Display Neo Genesis édition française de Thomas. On va dire que c'est un long travail de négociation, déjà pour qu'il accepte d'envisager de se séparer de son item clé. Et ensuite, ça a été des mois complets de recherche pour qu'on arrive à tomber d'accord sur un tarif.
donc qui était globalement de l'échange avec une partie financière, sans rentrer dans les détails. Et ensuite, il a fallu trouver les items. Et pour la petite histoire, c'était à l'époque où l'US et les Charizard explosaient. Et donc il y avait des Charizard dans le deal. Et en fait, c'était vraiment très très compliqué. Ah ouais. Où en fait, les cotes évoluaient d'une journée à l'autre. On n'en trouvait plus, après ça sortait. Enfin, voilà, j'ai mis quasiment 4 mois pour réunir toute la partie échange et enfin pouvoir boucler l'échange, le deal et avoir ce display qui, pour moi, n'a aucune valeur. Ouais. Et d'ailleurs, en termes de cette display qu'on peut retrouver ici, d'ailleurs, celle-ci est US, il en existe combien aujourd'hui à peu près des françaises en édition? J'ai entendu dire une, deux. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une connue. Ouais. C'est pour ça que je dis bien connue, parce qu'au final, il peut y avoir plein de choses. Notamment, je parlais de blister connu sur Fossil. Là, récemment, il y en a un qui est sorti. Okay, il est sorti en Belgique, il est parti à prix fou. Mais c'est pareil, donc connu, aujourd'hui, il n'y en aurait qu'une. En display scellé. Il doit y en avoir d'autres. Enfin, j'en suis convaincu, c'est obligé. Que ce soit en Europe, en France, aux US. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Mais aujourd'hui, c'est la seule connue. Ok, génial. En scellé. Et pour cette dernière partie, je vais te poser une question que j'espère ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qui te pousserait à vendre toute ta collection? Aujourd'hui, il y a une personne de ton rang avec une collection comme ça. Qu'est-ce qui te pousserait à vendre toute ta collection? Mais là, récemment, j'ai vendu une carte. Parce qu'au final, c'est un autre niveau et je ne peux plus suivre pour financer l'achat de ma maison. Okay. Et donc demain, ça serait pour ma famille, tout simplement. Ouais, besoin, parce que la famille passera toujours dans la collection. Ça marche. Du coup, on va passer un peu à ta partie pro, parce qu'aujourd'hui, tu vis de Pokémon. À quel moment tu es passé de collectionneur amateur à te dire « Ok, je vais vivre de Pokémon ». Comment ça s'est passé? Et est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui souhaitent commencer à être pro, à vivre peut-être de Pokémon? Est-ce que c'est possible en 2020? Et ben, au bout d'un moment, je suis arrivé à un niveau de collection où forcément, aujourd'hui, la plupart des collectionneurs achètent, revendent leurs cartes sur eBay, Le Bon Coin, les groupes Facebook. Donc c'est très bien parce que justement, ça permet de faire vivre la communauté et justement de se faire gagner un peu d'argent pour racheter sa collection et s'autofinancer. Le problème, c'est que je suis arrivé et j'ai commencé à toucher, à m'intéresser à des gros items avec des achats aux États-Unis, en Europe. Et forcément, il y a des mouvements d'argent qui sont beaucoup plus importants. Et en tant que particulier, ce n'était plus possible, voilà, tout simplement. Donc c'est là que je me suis posé la question de créer une structure pour simplement justifier tous ces transferts d'argent et ne pas être embêté, que ce soit fiscalement ou même par les banques, puisqu'aujourd'hui, enfin, voilà, on est quand même très surveillé. Et donc, pour la petite histoire, moi j'étais agent EDF, donc en centrale nucléaire. Et il s'avère que de par mon statut, je n'avais pas le droit de créer une société. Donc les choses de fil en aiguille, j'ai décidé carrément d'arrêter mon emploi pour aujourd'hui vivre de ma passion. Tout simplement, j'ai fait un gros saut dans le vide. C'est un risque aussi. C'est un risque, voilà, ça me représente. Soit je fais tout à fond, soit je fais rien du tout. Donc voilà, j'ai pris ce risque-là et c'est suite à ça que j'ai créé ma structure. Voilà, tout simplement, pour changer de vie. On en parlait tout à l'heure pour la famille. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaitent se lancer Ouais, alors tout est possible. Dès l'instant qu'on veut, tout est possible. Là, je le dirai tout le temps. Il faut s'enlever ces barrières. On a toujours des petits conforts. Voilà, EDF, il y avait un petit confort. Il faut s'enlever ces barrières, quitter sa zone de confort pour justement aller beaucoup plus loin et s'envoler, prendre des risques mesurés. Attention, des risques mesurés. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, déjà, il y a un statut qui est très bien, c'est le statut d'auto-entrepreneur qui permettra à beaucoup de personnes de démarrer sereinement, sans que ça coûte d'argent et être cadré d'un point de vue légal. Et puis après, si ça marche bien, donc moi, mes sociétés, c'était des SAS, SASU, donc voilà, pour des points de vue différents financiers, voilà, il faudra vous rapprocher d'un conseiller financier, enfin, sur le droit des sociétés. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent à vivre avec un statut d'auto-entrepreneur. Et si ça ne marche pas, ça ne coûte rien. Donc ça marche. Super, merci.
Et du coup, comme tu as dit, tu as créé tes structures et moi, dans les connaissances que j'ai pu avoir, c'est que tu as commencé par IRN Store. Oui. C'est la première première structure que tu as faite en tant que pro Pokémon. C'est ça. Donc j'étais encore chez EDF. Donc voilà, dans les légalités, attention, il ne faut pas le dire. Mais voilà, j'ai créé cette structure avec deux associés, deux amis. Tout le monde connaît Mr. Fuji, qui était dans la structure avec mon deuxième associé qui est aussi un ami voilà, de travail. Donc on a créé cette société justement pour apprendre. Et c'était un petit peu la société de test où on n'avait pas forcément d'objectif, mais où chacun voulait tester un petit peu et voir comment ça se passait, le monde de l'entrepreneuriat, le monde professionnel. Donc il s'avère que ça a super bien marché. Voilà, au bout de 6 mois, ça a complètement décollé. Du coup, on a dû arrêter suite aux problèmes perso de chacun. Où, au bout d'un moment, Pokémon c'est bien, mais avec IRN Store, personne ne se versait de salaire. Donc il faut vivre à côté. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se séparer et chacun a continué un petit peu de son côté, de ce point de vue-là. Mais donc c'était un crève-cœur puisque c'était notre première société qui marchait très bien, mais qui n'était pas viable financièrement. Ok. Et puis c'est pour ça que quand on tombe, on se relève, même si c'est pas vraiment tombé, mais quand on apprend et qu'on a fait des erreurs sur le contrôle de maths, on révise pour la fois d'après et puis on crée la prochaine qui est Invest Collect. Donc du coup, Invest Collect c'est ma marque, mais j'ai un autre nom de société. D'accord, ok. Et merci Evolution. Si certains regardent les CGV, les statuts, voilà. C'est ce que certains nous posent des questions. Donc c'est pour clarifier ça. C'est simplement une marque. Et donc voilà, j'ai créé la deuxième société qui là était vraiment à but pour se rémunérer. Ok. Donc là aujourd'hui, combien de personnes travaillent chez Invest Collect? Je suis tout seul. Tu es tout seul? Je suis tout seul, ouais. Tout seul à gérer le site. On me posait beaucoup la question. Le site, c'est moi qui l'ai créé sur une base de thèmes, mais il a fallu tout refaire. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. C'est pour ça que des fois, j'ai des phases où les envois prennent un peu plus longtemps. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. J'imagine surtout si tu es tout seul, oui, effectivement. Et du coup, sur ce fameux site, tu as pas que Pokémon, tu as du Harry Potter, tu as un peu de Star Wars qui sont référencés. Et du coup, est-ce que tu les collectionnes aussi ou c'est juste pour apporter d'autres gammes sur ton site? Alors c'est un peu des deux. Un peu des deux. Moi je suis collectionneur de Star Wars scellés, on va dire des grosses pièces qui me plaisent, mais c'est vraiment un coup de cœur. Du style Faucon Millennium, le dernier Faucon Millennium qui est sorti, je connais même plus le nombre de pièces, mais voilà, c'est plus du coup de cœur. Yu-Gi-Oh! J'avais quelques items, c'était du coup de cœur, des opportunités surtout. Mais on va dire que c'est pour essayer de diversifier un peu, même si au final le Pokémon ça reste ça reste ma passion, ça reste le cœur. Et au final, comme je maîtrise entièrement les autres phases du site, donc c'est en fonction de ce qui rentre. Certains sont contents, voilà, de trouver du Lego. Des fois, sur un panier, on achète une Pokébox, on achète un petit Lego pour Noël. Voilà. Mais c'est surtout pour faire tourner et pour que le site ne soit pas 100% Pokémon. D'accord, ok. Et d'ailleurs, j'ai d'autres questions par rapport à ton site. Tu fais aussi des articles dedans? Oui. Où j'ai pu en reprendre par exemple l'article des FPO. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres articles qui vont venir par la suite? Du coup, comme ce que tu viens de me dire, tu bosses tout seul, donc j'imagine que ça prend énormément de temps. Exactement. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by cette partie-là. Je vais voir pour l'améliorer et changer le format, puisque c'est pas gérable. Je n'ai pas le temps. Enfin voilà, je pense que toi tu es très bien placé pour savoir que ce genre de choses met énormément de temps. Et donc je préfère ne rien faire plutôt que faire quelque chose de bâclé et qui soit mal fait. Et au contraire que les choses soient bien faites et que ça soit clean quoi, tout simplement. D'accord. Donc c'est une partie un petit peu en pause pour l'instant. D'accord, ok. Moi, j'espère que ça reviendra vite parce que c'est le genre d'infos qui me hype sur l'univers Pokémon. C'est découvrir des choses anciennes, par exemple là, ton trophy qui est tout simplement magnifique, qui a 23 ans d'histoire. Et connaître aussi des cartes dans ce style comme les FPO et en discuter. Moi j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce genre d'initiative, sur ce style de vidéo parce que c'est du motion design, ça me prend à peu près entre 10 et 12 heures de montage. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Considérable. Et mais quand je vois les retours derrière, ça me fait très plaisir de faire découvrir d'autres choses parce que voilà, ma chaîne, cette interview en est la preuve. J'aime faire partager l'univers Pokémon en apprenant beaucoup de choses aux
personnes qui regardent cette vidéo, pour qu'on sorte un peu l'image Pokémon enfant. Voilà. Là, je fais beaucoup de réceptions, donc je ne sais pas si tu as pu voir de Wizard Edition 1, je fais beaucoup d'interviews, je rencontre beaucoup de personnes. Et je fais aussi des vidéos un peu explicatives par rapport à ça. Ou d'ailleurs, je me suis basé sur ton article FPO, et je tiens d'ailleurs à préciser que c'était un accord de Romain. Bien sûr. J'ai demandé à Romain, puis d'ailleurs on le voit à la fin de la vidéo, il y a une veste collecte qui apparaît à la fin. Et du coup, ce qui m'amène à la dernière question sur ton côté pro. Est-ce que Invest Collect a d'autres projets, que ce soit sur Pokémon, que ce soit sur globalité de ton site, que ce soit toi personnellement, est-ce qu'il y a des projets à venir? Il y a beaucoup de projets, mais pour ça, il faut beaucoup de temps. Mais bien sûr, le but, c'est de, comme tu l'as dit, moi aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire du YouTube, beaucoup moins de faire des articles, mais YouTube encore moins. Le but, c'est vraiment, c'est bien, c'est un site de vente, mais ce qui manque aujourd'hui à la communauté, c'est vraiment, je pense, un site référent sur lequel on va avoir des infos fiables, apprendre, éduquer les personnes sur la collection, puisqu'au final, il y a des petites subtilités. Enfin, j'ai juste donné un exemple simple, mais le set de base d'édition 2, les boosters, il y en a partout. Il y en a partout, des boosters spéciaux, il y en a partout. Les displays, c'est introuvable. C'est extrêmement rare. 6-7. Du coup, il y en a 2 qui ont été retrouvés là. Donc, en gros, on était à moins de 5, je pense qu'on est à 5 displays, sachant que j'en ai ouvert 2, parce que je suis complètement fou. Mais non, mis blague à part, c'est extrêmement dur à avoir. Et en caricaturant, pourquoi je les ai ouverts? Parce que le set de base, édition 2, français en mint, quand je dis mint, c'est sans silvering, sans les défauts d'usine, c'est vraiment très compliqué parce que c'est un print qui a beaucoup de défauts. D'accord, ok. Et ça, aujourd'hui, du set de base édition 2, ça ne vaut rien en état classique, occasion. Mais quand on va monter dans les états, c'est tellement difficile, même quand on regarde la population PSA 10, on voit que c'est. Il y en a très peu. On en a très 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 peu. Et notamment l'exemple du Dracofeu en édition 2 français PSA 10, il n'y en a pas. Et pour donner une idée, j'en ai envoyé 9. Il n'y en a aucun qui a revenu 10, pourtant j'avais un très très bon candidat. Donc c'est dire que c'est vraiment très très compliqué. D'accord. Et voilà, c'est éduquer les collectionneurs plus sur les subtilités de la collection, éviter les pièges du récent, les pièges de spéculation du récent. Ouais, c'est la question d'après. Voilà, pour moi c'est un problème aujourd'hui, mais on va en parler plus tard. Ça marche. Alors du coup maintenant on va partir dans la troisième partie de cette interview qui est plutôt la spéculation, l'investissement autour de Pokémon. Oui. Donc c'était un peu le sujet phare dont tu voulais me parler dans cette interview. Donc j'imagine qu'on aura beaucoup d'informations par rapport à ça. Donc ce qui m'amène du coup à la première question. Pokémon, collection, placement. Comment vois-tu Pokémon dans 5-10 ans? Alors Pokémon, je le répète, je le répéterai toujours, ça reste une passion. Quoi qu'il arrive, on est dans la collection. Tout ce qui est collection, que ce soit Magic, Pokémon, les pièces en or, enfin un exemple tout simple, les capsules de champagne, les fèves, il y aura toujours un aspect financier, les collectionneurs, les pièces rares, mais ça restera toujours une collection. Et quelqu'un qui n'est pas passionné ne fera pas long feu dans Pokémon. Ça c'est la première chose, c'est je pense très très important. Ensuite, c'est un placement, un investissement. Ça c'est indéniable aujourd'hui. Pourquoi? Quand on donne l'exemple de certaines cartes de sport, aujourd'hui, il y a des multimillionnaires qui investissent. Quand on voit qu'une carte Magnus Wagner vaut plusieurs millions, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire c'est de la bulle spéculative ou quoi. C'est factuel, les faits sont là. Les Charizard à 60 000 $, c'est factuel. Il y en a 100, 120, je ne veux pas dire de bêtises, 119 ou 120 à vérifier. Au bout d'un moment, quand il y a un pop 120 à 60 000, c'est pas une bulle spéculative, c'est qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent qui placent leur bille tout simplement. Mais après, ces personnes-là, ça va être sur des cartes ciblées, et on va dire les cartes maîtresses. Un petit peu comme le Dragon Ball aux yeux bleus sur Yu-Gi-Oh! Un petit peu comme le Black Lotus de Magic. Au final, il va y avoir quelques cartes qui, elles, vont être les cartes de série où les investisseurs ils vont mettre beaucoup d'argent, beaucoup de billes dedans, mais c'est tout, ils ne vont pas acheter autre chose. D'accord. Mais après, pour tout le reste, on va dire que ça reste quand même un bon placement, puisque aujourd'hui ce sont des cartes avec une population qui n'est plus éditée. Donc c'est des cartes d'anciennes séries, ou dans lesquelles il y a de plus en plus de collectionneurs qui rentrent. Voilà, enfin, c'est incontestable, qui injectent de l'argent, parce qu'aujourd'hui,
Alors moi, quand j'ai commencé à 18 ans, j'avais une situation, donc j'ai pu me permettre de mettre 50, 60 euros par mois dans la collection, et ainsi de suite. Et grâce à la montée des prix sur Pokémon, j'ai pu revendre certaines cartes qui m'ont permis de upgrade ma collection sans que j'ai d'argent à payer. Donc au final, il y a toute cette partie des anciens, entre guillemets des anciens 3-4 ans, qui aujourd'hui ont acheté des systèmes beaucoup moins chers, qu'ils avaient en doux parce qu'ils aimaient bien. Ils arrivent à les vendre pour s'acheter d'autres cartes. Donc on va dire que la collection est auto-alimentée sur le marché. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les nouveaux, ils arrivent avec des prix d'aujourd'hui. Au final, quand je parle à quelqu'un d'une set de base à 2500 euros comme j'en trouvais à une époque, il rigole, il dit ouais, tu as de la chance. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah non, aujourd'hui, ouais. Voilà, en fait, il y a un renouveau sur le marché et tout le monde arrive, mais aujourd'hui, c'est les prix du marché. Donc ça, il faut bien faut bien le saisir. Et donc, quand il y a certaines personnes qui aujourd'hui disent que c'est une bulle spéculative, qu'au final, c'est que pour l'investissement, j'y crois pas. Parce que j'ai de plus en plus de nouveaux clients qui, eux, sont des passionnés, sauf qu'ils ne connaissent pas. Mais ils sont passionnés quand même. Donc, c'est pas de l'investissement pur, c'est qu'ils veulent compléter leur collection. D'accord. Et du coup, ce qui m'amène du coup à la deuxième question, comment choisir, s'orienter pour débuter dans une collection sans jamais perdre d'argent? Alors, ne pas perdre d'argent, c'est un grand mot, on va dire. Parce que quand on débute, on fera automatiquement des erreurs. Okay. On achètera une carte trop chère par rapport à son état, parce qu'on ne connaît pas l'état. Donc, je pars du principe que dès l'instant que l'objet n'est pas vendu, on n'a pas perdu d'argent. Au final, la carte, elle évolue et elle monte en valeur. Donc, tant qu'elle n'est pas vendue, on ne perd pas d'argent. Par contre, on perd du entre guillemets, pouvoir d'achat et on perd du manque à gagner. Mais donc, des erreurs, il y en aura, c'est sûr et certain. On ne peut pas acheter une carte et finalement la revendre le lendemain 3 fois plus cher et faire ça toute l'année. C'est pas possible. Il faut s'apprendre, éduquer et tout simplement monter en compétence. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais monter en compétence. Bah, apprendre l'univers Pokémon. Exactement. C'est pour ça que ces vidéos servent aussi pour... Exactement. Comme tu disais tout à l'heure, il faut un endroit où il y a une référence d'informations pour les nouveaux. Tout à fait. Et moi j'ai eu beaucoup de retours sur ces interviews. Pour être honnête, j'ai dû avoir peut-être un avis négatif sur toutes les interviews qui sont sorties. Mais c'était sur les 2 premières que j'ai sorties. Donc le format n'était pas encore évolué. Là aujourd'hui, on a la chance d'avoir une personne qui s'occupe de l'image et que je remercie, son petit logo apparaîtra en bas de l'écran. Donc ça fait super plaisir de voir que le format est apprécié et que je peux l'évoluer et que derrière on peut informer des personnes qui rentrent dans la collection où ils auront du coup les bonnes portes comme quelqu'un comme je sais pas s'il va être des bonnes portes, mais avoir une vision de différents collectionneurs pour qu'après ils puissent faire leur choix. Très important. Puisqu'au final, le cycle du collectionneur restera toujours le même. On rentre, on achète des cartes, on ne connaît pas l'état, on achète des cartes qui nous plaisent, on apprend l'univers, on veut upgrade l'état de notre carte, et ainsi de suite, on touche le scellé, et en fait, c'est un cercle vertueux, c'est pas un cercle vertueux, mais c'est toujours le même cycle, où chaque collectionneur, qu'il ait 100 euros de budget par mois ou 40 000 euros de budget par mois, ça va être toujours le même cycle, au final. Et du coup, sans citer de nom, que penses-tu des sociétés qui gradent les cartes? Quel est l'intérêt en fait? Parce que moi j'ai une position assez tranchée sur les entreprises qui notent les cartes. Et du coup, avoir ton ressenti là-dessus, ça peut peut-être changer d'avis. Parce que voilà, aujourd'hui, on note une essai comme si c'était un Dracofeu. Ouais. Voilà, et qu'est-ce que tu penses du coup de ces sociétés-là? Et ben, du coup, on va parler des grosses sociétés pionnières, on va dire. On va être obligé d'en citer quelques-unes. Voilà, c'est pas le choix. Mais par exemple, PSA, aujourd'hui, PSA, c'est la référence. Clairement, c'est la référence sur du Yu-Gi-Oh! Et du Pokémon. De par son PSA 10, qui au final est subjectif, puisqu'il y a des PSA 10 forts qui valent leur 10 et il y a des PSA 10 faibles, tout simplement. La notation étant subjective d'un côté, ce qui ne devrait pas, mais c'est réel au final, et ben, il y a des erreurs. Donc aujourd'hui, les sociétés de notation sont là pour mettre une note et indiquer un état, on va dire. En fonction de ta société, en fonction de la renommée de la société, BGS c'est pareil, Beckett c'est pareil, il y a des grosses erreurs. Donc voilà, PSA ils font des erreurs aussi, que ce soit sur l'ancien ou le nouveau label, c'est exactement pareil. Donc c'est très très bien d'avoir
des sociétés de gradation, notamment pour tout ce qui va être protection de carte. Parce qu'au final, la carte, voilà, une fois qu'elle va être sous boîtier, étanche ou pas, peu importe, la carte, on peut la déplacer assez facilement sans qu'il y ait aucun souci. Donc déjà, on protège la carte. Ça, c'est vraiment très très important. Et après, il y a l'aspect notation, qui là va entraîner des spéculations en fonction de l'état. C'est important parce qu'aujourd'hui, j'en ai souffert au début de ma collection, d'acheter du proche du 9-9, mais en fait, tout le monde n'a pas la même définition. Je pense que moi, j'ai parlé d'un 9, ce ne sera pas tout à fait la même définition que toi, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités au niveau de l'état. Et je vais parler de notation avec des collectionneurs très très pointilleux sur la notation par rapport à moi, qui au final, pour moi, ils vont s'attarder sur des détails qui sont insignifiants. Par exemple, des défauts de coupe sur les coins, eux, ils vont pas en vouloir, ils vont voir la carte parfaite. Donc voilà, chacun a son niveau de 9, en 9 on va dire, mint. Et c'est bien aussi qu'il y ait une société qui cadre cette notation-là, pour donner une indication à quelqu'un qui ne va rien connaître. Et donc ne pas se faire avoir là-dessus. Après, il y a les problèmes sur la fiabilité, on va dire, de la notation. Et ça, c'est un autre débat. C'est clair. Mais mon vraiment gros conseil, c'est vraiment d'essayer d'acheter des cartes qui sont dans les meilleurs états possibles. Mais pour ça, il faut savoir et avoir une idée sur comment évaluer sa carte, comment la noter. Enfin voilà. Donc c'est de l'apprentissage et surtout ne pas acheter un PCA 10, PCA 10+, sans être capable de savoir évaluer sa carte. Parce qu'au final, la note, on s'en fout. C'est surtout l'état de la carte. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner. Et d'ailleurs, ce qui m'amène un peu à une autre question qui n'était pas vraiment dans notre programme, c'est par exemple une carte en loose qui a exactement le même état qu'une carte gradée, on va dire 9. Donc voilà, les deux valent 9. Il y en a une qui est gradée, il y en a une qui n'est pas gradée. Pourquoi celle qui est gradée va valoir beaucoup plus? Parce qu'elle est gradée, tout simplement. Parce qu'elle est gradée, et qu'est-ce que ça apporte en fait Quel est l'intérêt en fait de... En fait, l'état, on va dire, sur une note Legit, l'état est noté. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'appréciation du vendeur ou de l'acheteur. D'accord. D'un point de vue spéculatif, aujourd'hui, moi je n'y connais pas grand-chose sur tout ce qui va être des pièces en or, sur les états. Je vais regarder une pièce, il va me dire ça va être du TTB. Mais si j'y connais pas grand-chose, je dis ok, mais je le sais pas. Et mécaniquement, c'est comme dans toute société de notation, les BD et ainsi de suite, c'est, entre guillemets, c'est la confiance envers la société de notation qui te donne la différence de prix. Donc en fait, on se base un peu sur l'image de l'entreprise pour ce note-là. Mais c'est exactement ça. Ok, ça marche. Merci. Une autre question, as-tu une vision sur la mécanique de l'évolution des prix et des cartes et de la demande? Alors, question complexe. Oui. Question complexe, question très longue. Pour moi, après ça restera mon avis, c'est de l'expérience que j'ai vue et au final je me suis planté des fois. C'est pour ça que c'est important de tout le temps se remettre en question dans Pokémon. Des fois j'ai pas cru dans la grosse montée du CB récemment, j'y ai pas cru et j'ai fait des erreurs. Au bout d'un moment il faut se remettre en question, il faut analyser en permanence le marché. Mais globalement ce sont des cycles. Avec des cycles, les nouveaux acheteurs qui arrivent, avec une phase d'apprentissage, à mon sens, le temps que tous les acheteurs commencent à apprendre, regardent les différentes séries, les premiers achats, et puis au fur et à mesure on monte en niveau de collection. Et puis on va dire que des cartes sont disponibles à prix élevé. Voilà, je suis premier à faire. Des fois il y a des cartes, il n'y a pas de référence. Donc les vendeurs mettent un prix assez haut pour recevoir des offres. Ou alors tout simplement estiment que la carte vaut ce prix-là, même s'il n'y a pas de référence. Et au final, elle ne part pas au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc en fait, il y a le phénomène, ce que j'appelle le phénomène d'effet vitrine, qui on va dire, les gens, les collectionneurs anciens, qui ont un peu plus d'expérience, se disent elle est à ce prix-là, elle part pas, ce n'est pas son prix. Et ça, c'est une grossière erreur, puisqu'au final, elle ne part pas à l'instant T, puisqu'il n'y avait pas l'acheteur. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux qui rentrent dans le marché, qui ont une autre référence des prix, et qui vont essayer de récupérer cette carte, qu'ils n'ont jamais vue. Au bout de 1 an de recherche sur une carte, si on ne la voit pas passer, c'est qu'elle est quand même extrêmement rare. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un peu d'argent de côté, ils vont acheter la carte. Sauf que derrière, il y a d'autres personnes qui suivaient cette carte-là et qui ne voulaient pas acheter parce qu'ils la pensaient trop cher. La carte est partie, qu'est-ce qui se passe?
oh, il s'est fait avoir, la cote elle n'est pas fiable, il n'y a qu'une seule vente. Résultat, qu'est-ce qui se passe? La vente a été faite, d'autres vendeurs vont dire ah ben ça va être le moment que je vende ma carte, maintenant que la cote est entre guillemets posée, ils vont sortir une nouvelle carte, au même prix, aux enchères ou un peu plus cher. Et là, il y a un deuxième acheteur qui va venir, parce qu'il s'est dit j'ai loupé la première, je ne vais pas louper la deuxième. Et à partir de là, on a une deuxième référence. Et ce qu'on appelle le cycle vitrine, on va dire, enfin ce que j'appelle le cycle vitrine, c'est-à-dire qu'au final, il y a des frustrés qui n'ont pas cru au prix, et qu'au final, les cartes, elles vendent de plus en plus cher. Et puis, quand ça sort, il faut l'acheter, sinon on l'a pas. Bah, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé avec Rayquaza Star il y a peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Oui. Sur les groupes, il y a un Rayquaza Star qui a pop, qui était assez haut. Oui. Et je sais pas si on entendra le vent. Il y a un Rayquaza Star qui a pop assez haut. Et bon, pareil, il y a eu des gens qui c'est pas son prix, etc. Et quand on l'a vu qu'il a été vendu, on a eu une flopée de Rayquaza Star sur les groupes. C'est exactement ça. C'est complètement bien illustré, mais au final, c'est pas son prix. Mais sur quoi se place-t-on pour dire ce n'est pas son prix au final? C'est quand il y a une carte qu'on ne trouve pas, au final, c'est pas son prix, d'accord, mais s'il y a un acheteur qui l'achète, au final, pour sa collection, pourquoi ce ne serait pas son prix? Tout simplement. Et quand on en sort un deuxième et qu'il part aussi, voilà. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question en permanence. Vraiment être humble par rapport au marché, parce qu'au final, nous, on n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, du zooplancton dans un océan de requins et de baleines. Donc voilà, faut se dire qu'à notre petit niveau, on n'impacte rien. Et quand on voit l'évolution du marché gaz aujourd'hui, avec des quantités qui sont beaucoup plus importantes que sur le français, au final, le français était au-dessus de l'US. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Dans la majorité des cas, on fera plein d'exemples, le français est en dessous de l'US. Sauf que d'un côté, il y a moins de pop sur tous les items. D'accord, ok. Donc c'est pas logique, sachant que la communauté française est quand même très active et achète de plus en plus. Donc c'est une question de mécanique sur les façons de réfléchir. D'accord, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui va peut-être encore grimper en prix selon toi dans les années à venir, mais qui reste encore aujourd'hui abordable? Donc en gros, sur quoi on peut investir, si je peux utiliser des guillemets, aujourd'hui où on est pratiquement peut-être sûr que ça va grimper? Alors sûr, on n'y est jamais, Ouais. ça c'est certain. Bah, voilà. Ça sert à rien de vendre du rêve. Hein. Ouais. Mais après, il y a des cartes clés, on va dire, qui monteront et qui ont toujours tout ce qui est Dracofeu. Tout ce qui est Dracofeu dans toutes les langues, c'est des valeurs sûres, des Rayquaza, des cartes clés, on va dire, des cartes maîtresses. Mortali, Noctali, Succune. Mais à côté de ça, on va dire, c'est. Mais je vois que c'est Steven sur un post Facebook qui en parlait. Il parlait de SM Pratt. Sa remarque était très intéressante. Il parlait de l'influence du marché par certains gros collectionneurs. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes aux US qui ont une influence mais phénoménale sur le marché. Et ils vont dire que telle carte va valoir plus cher. Au final, tous les gens vont s'agglutiner dessus. Bah, il y a Typhlosion. C'était l'exemple qui était ça. C'est à 10. Mais au final, il faut faire très attention à ces discours-là. Donc c'est pour ça que tu me demandes des conseils, ainsi de suite. Je peux pas répondre. C'est mon avis. Mais au final, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Et cette même personne-là parlait du Noirati. Donc c'est une série un peu spéciale du japonais, la toute première qui a jamais été éditée. C'est des cartes japonaises sans le symbole. Il discréditait complètement cette série, mais on a appris plus tard, c'est parce qu'il n'avait pas réussi à avoir les cartes. Donc il n'avait aucun intérêt à parler de cette série. Et c'était une série qui a été très longtemps boudée et mal aimé, alors qu'au final, c'est une des séries les plus rares et qui a le plus gros potentiel. Donc aujourd'hui, c'est en train de se rattraper. Mais voilà, donc déjà faire très attention aux influenceurs, toujours se remettre en question. Et ne pas forcément, donc je parlais des Dracofeu, des Pokémon clés, ça voilà, il y a quand même peu de chances que les prix descendent, mais il faut aussi s'intéresser à d'autres choses méconnues. On va parler du Block X, du Diamant Hyper, c'est quelque chose que je connais bien. Après, je pense que sur Noir et Blanc, il y a aussi des choses, mais que je connais pas, donc je ne pourrais pas donner de conseils. Le Master 7, en mint ou en sortie de booster, sur du Block X et Diamant Hyper, c'est sous-coté aujourd'hui. Parce que c'est impossible de trouver les cartes. Mais au final, c'est sous-coté, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Demain, les gens s'en rendent compte, ça va exploser. Mais si les personnes ne s'y intéressent pas, ça n'explosera jamais. Bah là, comme exemple, il y a Diamant et Perle, par exemple, les blisters, où on est passé de sacrés... moi, par exemple, quand j'ai acheté mes blisters Merveille Secrète,
à 50 balles l'unité. Aujourd'hui, je vois, ils sont à 180, il y en a même qui partent à 200. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il y a il y a eu des personnes au début qui, on va dire, investies au bon moment, en disant je vais prendre ça. Puis aujourd'hui, il y a une demande extrêmement forte par rapport au blister. Il y a la demande. Parce qu'il y a eu, je sais pas, une sorte d'intéressement pour. Tout à fait, mais c'est qu'il y a une nouvelle vague de personnes qui eux étaient intéressées plus sur ce système-là. Donc au final, si ça se trouve, voilà, demain je vais dire cette carte-là, elle est extrêmement rare mais personne n'en veut, mais si personne n'en veut jamais, enfin, elle n'a aucun intérêt. Elle a juste un intérêt de collectionneur. Et Diamant et Perle, j'ai été très très surpris. Enfin, je me suis fait surprendre. Moi, j'ai vendu mes blisters au prix, enfin, en dessous du prix du marché, et une semaine après, ça avait commencé à exploser. Donc, j'ai fait la plus mauvaise opération possible. Mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, c'était le cours du marché. Parce qu'il y a eu un afflux massif de personnes qui voulaient du scier Diamant et Perle, parce que c'était leur époque, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit des choses aberrantes, avec des boosters, merveilles secrètes, il y en a, hein. Faut pas se leurrer. Du blister, il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Il y en a des grosses quantités. Qui aujourd'hui valent plus cher que des boosters Wizard Vex. Ouais. C'est une aberration. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'intéresse au Block-X. C'est un cycle. Et demain, les gens vont se réintéresser au Block-X. Voilà, ça va remettre le Block-X, et ainsi de suite. Donc, le seul conseil que j'ai à dire, c'est déjà collectionner et acheter ce que l'on aime. Parce que comme ça, même si on se trompe, même si on achète quelque chose qui ne vaut pas, c'est pas grave, c'est de la collection. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de souci. Et après, c'est de découvrir les items les plus rares. Ça marche. Qui ont plus de potentiel. Avec un peu de chance, peut-être que le cycle passera sur ces systèmes-là, tout simplement. Peut-être. Et du coup, c'est ce qui m'amène à cette dernière question sur cette partie investissement et spéculation. Voilà, on a des super items, il y a des items qui valent des milliers d'euros, etc. Comment aujourd'hui protéger ou assurer sa collection? C'est une question qui revenait beaucoup sur les groupes. Mais toi, j'imagine que tu as une collection qui est assurée. Donc, comment faire, par exemple, je sais pas, pour protéger cette collection? Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Il y a des services, des professionnels qui font une estimation de la collection, mais ça pose deux soucis. Comment faire estimer des objets que la plupart du temps, les professionnels, que ce soit en France ou en Europe, ne connaissent pas? Aujourd'hui, je te demande de m'estimer cette Pikachu Trophy, ou même je la fais estimer à n'importe quel professionnel français, personne n'est capable de m'estimer, au final. Comment ça se passe? Il y a des collectionneurs qui connaissent le prix, mais ils ne sont pas professionnels. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très très compliqué de faire estimer sa collection, donc il y a un gros manque là-dessus. Et après, même si on arrive à avoir une estimation de sa collection, il faut avoir les assurances qui acceptent de suivre. Et ça, c'est pas possible. Les assurances sont trop frileuses, parce qu'il n'y a pas de facture de vente. C'est aussi pour cette raison, je vais faire un petit peu de pub, mais que je suis passé professionnel sur un système de facturation, pour aussi protéger le client. Aujourd'hui, quand on achète chez moi, on aura systématiquement une facture. J'ai eu ça, ouais. Voilà, en cas de perte, de vol sur le trajet, donc déjà, on parle sur les groupes, je ne peux pas assurer au-dessus de 500 € parce que je suis particulier. C'est normal, au final, il faut bien que les professionnels aient un avantage par rapport aux particuliers. Donc ça pallie ce manque-là. Mais si demain, la carte a fait x2, et qu'au final, quelqu'un achète une carte à 5 000, elle vaut 10 000, l'année d'après, il veut la vendre pour acheter une voiture, faire un projet professionnel ou acheter autre chose. Mais demain, il va avoir un virement de 10 000 € sur son compte, les impôts vont lui poser des questions. Avec la facture, il pourra prouver le prix d'achat et donc le prix de vente. Donc ça facilite les choses. Et ça peut faciliter au point de vue d'une assurance. Mais c'est vraiment très très compliqué d'assurer. Personnellement, moi j'ai une collection, mais j'en profite pas. Parce qu'aujourd'hui, tout est en coffre. Tant que je n'aurai pas la possibilité d'assurer et de mettre les objets dans un lieu sécurisé, je ne garde rien chez moi. Que ce soit du vol ou même un problème d'incendie, un problème électrique, un incendie, une inondation, voilà, on perd tout. On perd tout. Donc c'est un gros manque aujourd'hui. Donc là, la solution que tu proposes, c'est plutôt investir dans un coffre à la banque, non? Enfin, c'est pas investir dans un coffre, c'est louer un coffre. Oui, louer un coffre, oui. Mais oui, ça coûte dans les 300 € par an. Ouais, c'est à peu près le tarif. Ouais. C'est ça. Après, on ne profite pas de sa collection. Sauf si t'as la banque à côté chez toi. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment la seule solution, ou alors des box sécurisées. Ça marche. Et ben merci pour cette dernière question de la partie 3. Du coup, on arrive à notre dernière et quatrième partie, qui est plutôt ton ressenti sur les choses.
Donc on va parler un peu de pas mal de petites choses, la communauté française, la spéculation, les séries récentes, etc. Donc ça va plutôt être ton avis personnel, bon un peu comme beaucoup d'autres questions, sauf que là on va vraiment être plus centré sur ton avis, ce que tu ressens. Avec la première question, que penses-tu de la communauté Pokémon française, des groupes Facebook, en comparaison avec d'autres communautés? Bon, je sais qu'on en a beaucoup discuté par message privé de ce que tu pensais. Voilà, si tu as un mot à dire, qu'est-ce que tu penses de la communauté française? Alors la communauté française, j'ai eu beaucoup de mal avec les groupes Facebook pendant une période. Donc voilà, je commence à revenir gentiment, même si je m'en détache beaucoup plus. On va dire, tu en parlais tout à l'heure, le partage de collections. Et on va dire qu'il y a beaucoup de jalousie et on parlait en permanence de prix et ainsi de suite. Donc voilà, des personnes qui se permettent de juger ma vie, mes moyens, mes achats sans même me connaître, sans même connaître mon parcours. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé. Donc c'est pour ça que je me suis dégagé de la communauté française et que je me suis beaucoup plus intéressé à l'US aussi, passé une période et au chat. Et on va dire que c'est une mentalité qui est complètement différente. Même si voilà, il y a des brebis galeuses partout, hein. Donc faut dire ce qui est. Mais on va dire que le rapport à la collection et l'argent est complètement différent. Après là, il y a beaucoup de nouvelles personnes, donc il y a encore des personnes nouveau cycle. Voilà, c'est un nouveau cycle. Hein. Après, j'en discutais avec Jean-Paul Cheval, justement, où parfois j'étais un peu cru envers les groupes et les nouvelles personnes. Donc, vous faites un gros boulot pour épurer et garder une communauté qui soit le plus clean possible et vraiment dans la collection, plutôt dans la critique, et ainsi de suite. Donc, ça s'améliore. Franchement, ça s'améliore. Donc, merci. Donc déjà, c'est bien. Après, il faut choisir ses groupes, il faut choisir sa communauté. Automatiquement, plus de personnes s'intéressent à un domaine, plus il y a un brassage culturel, plus il y a un brassage de mentalité. Donc il faut accepter. Il faut juste accepter. Voilà, tout simplement. Après, la communauté française, c'est quand même une très bonne communauté active. On va dire que le souci, c'est le rapport à l'argent. Mais il y a beaucoup de passionnés. Et donc ça fait plaisir. Génial. Bah, c'est cool d'entendre ça. Penses-tu que beaucoup plus de monde mettent de côté pour plus tard? Pourquoi cette spéculation selon toi? Ça, j'en suis certain. Il y a beaucoup de retours de presse, du coup les personnes les achètent et les stockent. Mais c'est tout naturel. Au final, on voit un cycle où on a du Wizard, du Blockhex, du Diamant et Perle. Le Diamant et Perle, on n'a pas de display, il y en a très peu. Je crois que c'est 4 connus en tout en CD. Sur les 7 séries? Sur les 7 séries. Okay. Donc, mais c'est 4 displays en tout chez les collectionneurs qui sont connus, donc c'est ridicule. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont éduquées au marché et qui stockent, qui gardent déjà d'une, ils collectionnent de tout, ils prennent un thème de chaque. Parce qu'aujourd'hui ça coûte pas cher. Peut-être que demain ça ne vaut rien, mais au final ça n'est pas impactant aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de personnes qui stockent et donc il y a une création de spéculation sur certaines séries récentes. Par exemple, la série récente où il y a eu beaucoup de spéculation, c'est la série 11.5, oui. Destinée occulte, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu penses un peu des personnes qui stockent en masse, l'achat de personnes qui achètent des racks de Pokébox pour stocker, ou alors il y a eu le coffret Rayquaza aussi qui était vendu à 60 €, qui est parti à plus de 150. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette série, toi, ton ressenti sur cette série? C'est une série qui a été faite à très peu de... Enfin, comme les points 5 en général, il y a eu très peu d'éditions. Voilà, la série elle est monstrueuse, il faut dire ce qui est, les cartes sont magnifiques. Voilà, ça c'est incontestable. Et donc là par rapport au stock qu'il va y avoir, avec la communauté qui est tout affolée, on commence à avoir des box, et on voit que finalement certaines personnes vont stocker pour faire de la spéculation sans vraiment connaître les risques et les conséquences de chacune des séries, de ce qui va se passer plus tard. Après, je trouve ça, c'est mon avis intimement personnel, aujourd'hui le marché il est ce qu'il est. Hein, donc un Dracofeu Shiny de cette série-là qui part en PCA 10 à 550 €, personnellement je trouve ça aberrant. Aujourd'hui c'est sa cote, hein. Le marché il est comme ça, donc on ne peut pas revenir sur le marché. Mais je trouve ça aberrant qu'une carte de série, aussi difficile soit-elle à tirer comme le Dracofeu, arriver sur du récent et sur des cartes de série qui sont pas en cours d'édition, mais où il peut y avoir du restock, je trouve ça aberrant. Quand on fait le parallèle avec de l'ancien. Aujourd'hui, de l'ancien, aujourd'hui, on va avoir une carte de Neo Destiny en PCA 9.5, pas les meilleurs Pokémon, mais que moi j'ai vendu dans les 300 €. Elle est 9.5, elle vient d'être tirée du display,
la qualité du print est exceptionnelle, il n'y a plus d'édition, et au final on est en dessous d'une carte de série qui est pas éditée mais qui peut être restockée. Donc c'est le comportement parfait du marché où au final c'est l'offre et la demande qui va tout régir. Donc c'est pour ça qu'il faut se remettre complètement en question. Moi c'est quelque chose que je comprends pas, mais c'est mon avis personnel et aujourd'hui le marché est comme ça. C'est comme la série 11.5 où tu as un Dracofeu Shiny vs un Dracofeu set de base. Les gens vont plutôt préférer prendre un Dracofeu Shiny plutôt qu'un set de base. Parce que voilà, comme tu disais, il y a un nouveau cycle de collectionneurs, il y en a beaucoup qui sont arrivés grâce à cette série et qui sont d'ailleurs là encore aujourd'hui parce que voilà, ils disent ok, j'ai découvert une passion Pokémon. Et moi j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant écoute, est-ce que tu peux m'aider sur les prix donc voilà, sur la selle 11.5, je lui fais écoute, moi je suis pas trop connaisseur, je comprends pas trop les prix un peu comme toi, pourquoi un tel Dracofeu dépasse un Dracofeu 7 de base qui a 20 ans d'histoire derrière. Et voilà, au fur et à mesure, voilà, comme tu dis, il commence à avoir des bons contacts, des bons réseaux. Et au final, il kiffe la collection. Puis grâce à cette série, en fait, ça a amené d'autres collectionneurs qui peut-être vont acheter peut-être un Dracofeu de base par la suite. Mais tu as tout résumé. Ce que tu viens de dire là, c'est l'essence même de la collection. Et au final, dans la collection, il n'y a pas que l'investissement, l'argent, ainsi de suite. C'est la passion. Et au final, il y a une passion qui n'a aucun sens pour certains, mais qui pour eux est... C'est la carte qu'ils ont tirée. Ils ont acheté X Pokébox pour l'avoir, mais ils ont tiré cette carte-là. Donc voilà, c'est l'incompréhension de la passion. Bah, en termes d'histoire, je vais faire une petite parenthèse. Je collectionne l'édition 1 et j'avais pratiquement toutes les séries, j'avais pratiquement toutes les holos en édition 2. Et quand j'ai fait l'édition 1, je remplaçais donc, pour financer un peu, pour amortir un peu le coût de l'achat de l'édition 1, je revendais l'édition 2. J'ai fait ça sur toutes les cartes sauf un Lugia, le Lugia Neo Genesis, parce que voilà, je suis fan de Lugia. Et c'est une des cartes que j'avais quand j'étais gamin, comme pratiquement toutes celles en édition 2. Mais c'est la seule que j'ai pas pu vendre par sentiment, parce que je sais pas, je me suis dit ok, c'est une carte que j'ai beaucoup essayé de dessiner quand j'étais gosse et j'avais envie de la garder, donc du coup j'ai mis ma première carte Lugia qui traîne dans un carton pour le moment. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc c'était une petite parenthèse. Et c'est ça, et au final, pourquoi certains collectionneurs ont une collection aussi grande et qui a aussi grande valeur aujourd'hui, c'est qu'ils étaient de base collectionneurs, et quand ça a commencé à monter, ils étaient restés attachés à leurs cartes et n'ont pas voulu les vendre. Et au final, voilà, le marché est devenu ce qu'il est devenu, mais ces personnes-là sont avant tout collectionneurs, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de cartes aujourd'hui, malgré l'évolution des prix. Tout le monde les garde. Et du coup, ce qui nous amène à la question, qu'est-ce que tu penses de la spéculation ? Ouais. Mais la spéculation est nécessaire dans tout marché. Aujourd'hui, une carte Pokémon ne vaut plus rien. Est-ce que tu collectionnerais aussi? Est-ce que moi je collectionne? Sûrement. Est-ce que j'arriverai à trouver des items? Je ne trouverai pas. Et est-ce que j'y mettrai autant d'ardeur? Sûrement pas non plus. Au final, la spéculation est plus que nécessaire, puisque l'évolution des prix fait venir de nouvelles personnes qui s'y intéressent, qui, on en parlait en off, assument la collection Pokémon. Et ça, c'est ce qui change tout. C'est ce qui a été, je pense, le point crucial de l'arrivée de certaines personnalités qui ont fait de la pub. Ils ont assumé leur collection Pokémon. Et là, ça a dégagé et ouvert l'esprit à d'autres. Donc, assumer la collection. Et puis, qui dit assumer la collection dit ah, mais au final, j'en parle autour de moi. Mon cousin, mon oncle. Ah, mais moi j'ai des cartes chez moi. Je vais les chercher. Et hop, on va chercher des cartes dans le grenier. Il y a des trésors qui ressortent. Puisqu'aujourd'hui, ça vaut de l'argent. Sinon, ils auraient mis à la poubelle peut-être. Donc, la spéculation, c'est à double tranchant. J'aurais juste dit. Enfin, voilà. C'est à double tranchant. Malheureusement, qui dit spéculation dit monter des prix, un peu moins. Voilà, il y a des systèmes qu'on ne peut plus toucher. Moi, le premier, et j'en suis désolé. J'en suis. Voilà, c'est comme ça. Mais à contrario, ça fait ressortir des merveilles. Ouais, on a pu voir ça notamment avec un blister X-Deoxys. Ah oui. Exactement. Pour le coup, un sacré trésor où je pense que le mec a dû recevoir des millions de MP. Ouais. Et d'ailleurs, cette personne-là, enfin, j'ai appris l'histoire, je n'ai pas été en contact, mais c'est quand même bien et c'est important. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est des certaines valeurs dans Pokémon où il a vendu à un certain prix, malgré l'enchère des MP, il est resté à son prix. Et ça, c'est important.
Chose qui se perd aujourd'hui. C'est super important de garder son prix, parce que c'est vrai qu'effectivement il y en a beaucoup qui sont tentés par l'enchère. C'est ça. Et c'est un fléau aujourd'hui. Mais ça, c'est un effet secondaire de la spéculation. Tout simplement. C'est à double tranchant, il y a du bon et du mauvais. Et de toute manière, c'est comme tout. Ce qui m'amène du coup à la dernière question sérieuse de cette interview. Qu'est-ce que tu penses des séries récentes ? Que ce soit par le design, que ce soit par la production, que ce soit par les personnes qui s'y intéressent. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de Soleil et Lune ? On va dire récente, Soleil et Lune pour moi. J'ai bien aimé cette série, qui était vraiment très belle. Et puis il y a eu Les Gens Brillants qui étaient magnifiques. Il y a eu SCR 11.5 qui était monstrueuse. C'est des séries qui sont sublimes. Après, c'est des séries récentes. C'est grâce à ces séries récentes que Pokémon gagne de l'argent. C'est grâce à ça que Pokémon reste dans le temps. Donc c'est la pérennité de Pokémon. Donc il faut qu'on fasse vivre ces séries récentes. Après, ce que j'en pense, moi je ne suis pas forcément collectionneur. Je vais garder quelques cartes si je vais faire des ouvertures qui me plaisent. Je suis pas collectionneur, mais c'est nécessaire et c'est des belles séries quand même. Ça marche. Du coup, ce qui m'amène aux deux dernières questions un peu hors sujet par rapport à cette interview. Donc merci pour ces 23 questions très sérieuses. Merci à toi. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir ton ressenti sur tout ça. Et du coup, la première question, c'est est-ce que tu es prêt à faire un Collector of the Year avec Emmanuel Aubry ? Moi je suis prêt, mais malheureusement il va perdre. Il va perdre. On va lancer bientôt un VS. Alors, si tu es sûr qu'il perd, on va lancer bientôt un VS. Donc sa plus belle image contre ta plus belle image. Je suis pas créatif. Je suis pas créatif. Ouais, mais tu as la chance d'avoir un appareil en HD. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, Emmanuel, je te laisse me MP pour savoir laquelle d'image tu souhaiterais mais mettre. Je vais acheter un Nokia, un vieux Nokia pour faire les photos comme ça. Concurrence parfaite. Concurrence à niveau. Ça marche. Et du coup, cette dernière question qui est Grenat, véritable série de ouf ou flop à venir ? La série Grenat, c'est du beau boulot. Moi j'estime que c'est du bon boulot. Beaucoup de travail, je pense. Oui, merci. Et par contre, c'est pareil, c'est à double tranchant parce qu'au final, toi, tu fais ça pour t'éclater et au final, tu crées une série, tu vas recréer les séries par rapport à l'univers. Mais il y a des personnes qui ne voient pas ça comme ça et qui veulent faire de l'argent sur toi. Oui. Donc ça, c'est le deuxième tranchant. Mais oui, je pense que ça va perdurer. Et si tu continues comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'ailleurs, on en parle. Voilà, un petit booster que je t'offre. Il y a 4 cartes dedans, du coup. Merci. On l'ouvrira. Ouais, je l'ouvrirai sur mon Facebook, sur mon Insta. On verra. On fera une petite ouverture. À toi, fais ce que tu veux. Merci. Et du coup, par rapport à ces spéculations encore, on revient sur cette série. Effectivement, j'ai eu beaucoup de personnes. Tu vois, au début, j'ai fait des concours où j'ai envoyé 15 boosters. Ils m'ont pas tous répondu quand ils l'ont reçu. Ouais. Et j'ai eu des gens qui me disent ah, mais je vais pas l'ouvrir en fait. Du coup, tu m'as dit, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le but de cette série, c'est de faire découvrir les cartes. C'est pas que ça reste dans le paquet, sinon je t'aurais offert un paquet avec des énergies et 4 cartes à côté. Je fais oui, mais j'aime bien avoir le CD. Ouais. Je fais oui, mais non, en fait, ça je peux l'imprimer autant de fois que je veux, donc le stock il est illimité. C'est la perception de chacun vis-à-vis de tout ça aussi. Hein. Mais quand on voit qu'aujourd'hui les fausses cartes, les fausses displays, ça a un cours sur le marché. Et voilà, on est là. Donc voilà, mais c'est à double tranchant, c'est très bien, parce que justement ça permet de faire de nouvelles choses et je pense que tu dois t'éclater à faire ça, même si c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, je suis actuellement dans la série 2, après sûrement quand cette vidéo sera sortie, elle sera terminée. Mais ouais, c'est énormément de boulot. Grenat a plus de 10 ans, parce que j'ai beaucoup la question qui revient en me demandant comment tu crées ta série. Alors du coup je peux répondre rapidement ici, mais je compte faire une vraie vidéo dessus. C'est du temps, une équipe et de la patience. Ouais. Voilà, c'est de la patience, ouais, comme j'ai dit. Grenat a 10 ans, c'est quelque chose qui a été modifié, remodifié, etc. Mais voilà. En tout cas, merci pour ton retour pour cette série. C'est très très bien et c'est vraiment la passion qui parle et je pense que c'est le plus important. Ça c'est un rêve de gosse tout simplement. C'était l'un de mes projets quand j'étais gamin avant même de collectionner le Wizard Edition 1. Et j'ai fait et j'en suis vraiment très content. J'ai les holos j'ai d'autres holos qui vont arriver aussi. Donc ça fait très plaisir. Donc du coup, Romain, regarde si tu passes par là.
C'est une belle réussite, c'est du bon boulot. Bah, merci. Et bah, du coup, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions que la communauté m'avait envoyées. Oui. On n'a pu répondre à tout, faire des choix, mais chaque jour en son temps, on en aura peut-être d'autres. Puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre Romain sur tous ses réseaux. Tu as Instagram, Facebook. Facebook, je réponds pas à tout le monde parce que j'ai énormément de demandes. Voilà. Je peux pas faire des discussions de plusieurs heures avec chaque personne. Sinon, ma société, je peux la fermer. Puis je vais faire un métier de consulting. Mais j'essaye de répondre un peu à tout le monde. Voilà, des fois plus ou moins développé. Après, tout ce qui est demande d'estimation, je ne fais pas. Voilà, parce que je dois avoir de tout et n'importe quoi. Mais c'est surtout que ça prend énormément de temps. Sauf qu'au final, voilà, moi, j'ai pas que ça à faire. Je ne connais pas forcément tout. Et des fois, il suffit d'aller voir sur eBay. Et c'est important de s'éduquer soi-même, d'apprendre par soi-même. Parce qu'au final, si on monte tout le temps les prix à tout le monde, moi je vais avoir un prix, toi tu vas en avoir un. Je suis venu vers toi pour une estimation pour une display du coup édition 2. Oui. Donc pour le coup, là j'avais aucun. J'avais pas de. C'est pas pareil, c'est pas une carte qu'on vend tous les jours sur les groupes. Parce qu'après, moi j'ose pas. Je suis pas une personne qui dérange les gens. Et en plus, que je sais que tu bosses beaucoup, donc je suis pas vraiment la personne qui va te déranger pour n'importe quel cas. Ça va être plutôt pour des gros items. Mais voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre ou à visiter le site de Romain. Tout sera en description évidemment, donc n'hésitez surtout pas, il y a de très belles choses dessus. Moi, pour faire un rapide retour, voilà, j'ai eu une superbe carte qui me permet de terminer toutes mes zolos en Neo Destiny, en édition 1, qui est Cisaille Obscure. Super heureux de pouvoir compléter ça. Et puis voilà, puis on a aussi une superbe carte. Une petite carte de visite. Contentez-vous du meilleur. C'est une phrase que j'aime beaucoup pour le coup. Ouais, merci. Parce que ça veut dire plein de choses. Et puis en même temps, soit tu as de la qualité derrière. J'essaye, c'est compliqué. Puisqu'au final, je suis un peu victime des fois de mon succès. Et les items, ils restent, enfin les plus gros items et les plus recherchés, ils restent en moyenne 3 heures. Ouais. Voilà. Quand même. Et du coup, je refais une question comme ça. Tu as beaucoup de gros collectionneurs qui visitent ton site? J'ai beaucoup de trafic. Gros collectionneurs, je ne sais pas. Mais beaucoup de personnes qui sont hors communauté qui achètent et sur des beaux montants. Ok. Et bah génial. Et bah j'espère que ça va continuer. Merci. Et qu'on aura de plus en plus de beaux items sur ton site. Et moi j'espère juste une chose, le retour des articles. C'est du boulot, mais on va travailler dessus. On en discutera notamment pour les trophies, comme tu en as parlé tout à l'heure. Et bah génial, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis au plaisir. Puis voilà. N'hésitez pas à rejoindre Romain, à vous abonner à la chaîne, le Discord, le Instagram, tout est en description. C'était Matt. Tchuss.